Bonjour à toutes et à tous. On va commencer pour ce forum qui est un peu particulier et qui a été co-organisé par l'AFL, la Banque des collectivités locales, qui est un des partenaires de l'AMF. Et on remercie chaleureusement l'AMF de nous donner cette possibilité cette année pour la première fois d'organiser un forum et une conférence dans l'enceinte du Congrès. On était habitué depuis quelques années à œuvrer du côté du salon au niveau des conférences. Et donc là, c'est une première pour nous. Et on est ravis de partager le sujet de la coopération avec vous devant un panel qui sera donc plutôt composé d'élus locaux et de maires. Et on est ravis d'être là. Donc moi, je m'appelle Lou Lamure-Guigard. Je travaille à l'AFL et je suis en charge des partenariats. Et l'idée de ce forum, c'est d'évoquer ensemble le sujet de la coopération entre les collectivités locales avec les leviers financiers à la main des élus locaux pour faire face aux enjeux climatiques. Alors pourquoi cette conférence et pourquoi ce sujet ? L'AFL, je ne l'ai pas présenté, c'est un établissement de crédit détenu et piloté par les collectivités locales qui a été créé par la volonté d'élus locaux en 2013, donc qui est assez jeune et qui, au-delà de son métier d'établissement bancaire, travaille sur des sujets qui intéressent les collectivités locales et travaille sur les sujets du financement et sur les sujets du financement de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. Et chaque année, depuis 5 ans, on accompagne un groupe d'élèves de l'INET, l'Institut national des études territoriales, dont on a 5 représentants aujourd'hui, les 5 élèves qui travaillent sur le sujet. On les accompagne pour qu'ils mènent des études sur les sujets du financement de la transition écologique. Et donc, je remercie la présence de Christelle, Thibaut, Christopher, Annette et Guillaume. Et je remercie plus particulièrement Christelle et Thibaut qui se feront porte-voix de ce groupe d'élèves. Et cette année, on leur a demandé d'aller sur le sujet de la coopération entre collectivités locales et comment est-ce que les collectivités, dans le contexte un peu particulier qu'on rencontre aujourd'hui, peuvent s'allier et innover pour mener à bien des projets qui parfois vont au-delà des limites administratives des collectivités locales. Parce que notamment dans le sujet de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique, on n'est pas sur des choses qui s'arrêtent aux frontières administratives et qu'il est important d'aller au-delà et d'aller vers. Et c'est ce que les élèves vont vous présenter aujourd'hui. Donc on va avoir 2 temps. Une première présentation par Christelle et par Thibaut. Et ensuite, évidemment, vu qu'on est dans l'enceinte des maires, on est également dans une année un peu particulière, on laissera la parole à 4 élus locaux, à 4 maires qui nous parleront de leurs projets et de ce sujet qui les concerne et qui vous concerne tous. Je vous laisse la main. Merci Lou, bonjour à tous et tous, Madame la Ministre, Madame le maire, Monsieur le maire. Donc nous sommes des élèves de l'INET, Thibaut et Christelle, accompagnés de Christopher, Annette et Guillaume, pour vous présenter l'esprit de notre étude qui va se concentrer sur les coopérations entre collectivités pour financer la transition écologique. Alors de quoi parle-t-on ? On s'intéresse spécifiquement aux coopérations entre les collectivités territoriales de toutes strates, que ces collectivités soient contiguës ou pas contiguës, et qui concernent différents secteurs, tous les secteurs de transition écologique entendus au sens large. Je précise enfin qu'on ne va pas s'intéresser dans le cadre du périmètre central de cette étude aux coopérations qui prennent leur place dans le cadre de l'intercommunalité à fiscalité propre classique, par exemple entre une commune et son EPCI. On va plutôt s'intéresser à tout ce qui va être coopération de type contrat de réciprocité, entente, convention, pour revenir également sur des formes classiques de l'intercommunalité de projet sans fiscalité propre. Alors, dans le périmètre de cette étude, on a identifié plusieurs domaines de coopération en matière de transition écologique.
il y a normalement une petite animation, voilà. La zapette nous fait un peu défaut. La première, c'est la gestion de l'eau, comme a pu le rappeler Lou à l'instant. Effectivement, c'est un domaine dans lequel les collectivités vont pouvoir coopérer, puisque par définition, l'eau ne s'arrête pas à la frontière d'une commune, et elle va, au sein de son bassin versant, alimenter l'ensemble du territoire. Et donc, c'est un des domaines qui nous a paru intéressant d'investiguer en matière de coopération interterritoriale. Le deuxième sujet, c'est un sujet là plus historique, c'est le sujet des déchets et de l'économie circulaire. Pourquoi ce sujet? Mais simplement parce que aujourd'hui, on voit l'apparition d'un certain nombre de projets qui viennent rajouter dans le cycle des déchets cette dimension circulaire de l'économie. Et donc, ici aussi, on retrouve un certain nombre de coopérations qui vont dépasser les syndicats qui avaient pu être créés au départ. Autre coopération qui va s'afficher, merci. La transition énergétique, là, une coopération qui est plus récente et qui voit des collectivités travailler en coopération pour notamment prévoir des investissements en matière d'énergie renouvelable, prévoir des coopératives carbone, donc des exemples intéressants de coopération interterritoriale, donc qui dépassent les seules limites administratives de l'EPCI ou de la commune. Autre élément, l'autre domaine de coopération qu'on a pu identifier, c'est l'aménagement du territoire. Ce matin, dans la salle démocratie, on a eu donc un exposé du poids de l'aménagement du territoire, et notamment entre collectivités et entre communes pour prévenir la gestion des risques. Et puis enfin, dernière coopération, l'agriculture et l'alimentation, où on voit se dessiner des coopérations entre des territoires plus urbains et des territoires plus ruraux, avec parfois un partage, parfois une concurrence sur la ressource en matière d'alimentation. Et là, on voit se développer un certain nombre d'initiatives en matière notamment de caisses alimentaires durables que les collectivités vont porter en interterritorialité. Alors, pourquoi coopérer en matière de transition écologique? Alors, premièrement, parce que ce que je disais tout à l'heure sur l'eau, les enjeux climatiques dépassent les découpages administratifs. On a pu aussi avoir des entretiens et discuter avec des collectivités ultramarines. Ces découpages administratifs, lorsqu'ils sont parfois un peu subis, ou que, en tout cas, ils ne recoupent pas exactement les enjeux géographiques pour des raisons donc soit d'insularité, soit pour des raisons autres, historiques, on se rend compte que la transition écologique peut être un facteur de coopération et donc de dépassement de ces limites administratives. La deuxième raison, c'est que la coopération, elle permet aux collectivités de trouver d'autres réponses, des réponses plus souples, plus adaptées pour non seulement piloter, mais aussi financer les projets de transition écologique en complémentarité avec, en sus, de ce qui existe déjà, notamment en matière de dispositifs qui sont contractualisés avec l'État ou lancés avec son concours, particulièrement les contrats de réussite de la transition écologique et la planification écologique qui fait intervenir l'échelon régional et l'échelon départemental. Et enfin, troisième élément, et là, bien évidemment, on se cale avec Thibaut et toute l'équipe sur le thème qui a été retenu pour ce 107e congrès des maires, liberté pour les communes, c'est renforcer les capacités d'action des collectivités territoriales dans un contexte budgétaire que vous connaissez tous et que nous observons également dans nos études et dans nos entretiens. Renforcer ces capacités d'action, notamment par le biais de la mutualisation de certains équipements, par le souhait de renforcer la rentabilité de ces derniers, de faire des économies et donc rajouter des capacités d'action sur des thématiques dans lesquelles les collectivités aujourd'hui sont soumises bien souvent à des murs d'investissement. Je pense notamment à l'eau et l'assainissement, mais pas uniquement. Et donc travailler en coopération, c'est aussi se rajouter et se créer des capacités d'action pour les collectivités territoriales. Alors coopérer, c'est bien. Mais on a observé d'ores et déjà dans les premiers échanges qu'on a pu avoir avec des collectivités qui mettent en œuvre des coopérations qu'il y a des freins et des obstacles à la coopération. Le premier, vous le connaissez, c'est qu'il est très difficile pour une collectivité ou un EPCI d'intervenir en dehors de son ressort territorial, de ses limites administratives, par exemple en matière d'eau, pour financer un projet de réfection de digue avec un EPCI voisin. Tout simplement parce que le cours d'eau ne traverse pas seulement le PCI en question.
On va observer également des freins normatifs plus sectoriels, au-delà des cadres de coopération qui peuvent être déjà présentés dans des schémas de coopération ou dans des schémas départementaux, notamment par exemple de gestion de déchets. Mais sur des freins normatifs plus sectoriels, on a bien évidemment en tête l'eau paye l'eau, et la difficulté de pouvoir coopérer sur ces thématiques-là lorsque on n'est pas en capacité d'ajouter dans la coopération des usagers qui vont venir permettre le financement des investissements en matière d'eau et d'assainissement précisément. Troisième frein assez classique, hein, c'est que l'ingénierie de projet peut être complexe et peut avoir un coût que ne peuvent supporter seules certaines collectivités, notamment les communes de plus petite taille, pour lesquelles ces coopérations peuvent engendrer des coûts de gestion cachés, par exemple. Autre obstacle identifié, c'est la difficulté de maintenir des engagements financiers. C'est quelque chose qui revient énormément dans les entretiens qu'on réalise avec les collectivités qui mènent des coopérations. Et ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles, c'est ici un frein et parfois aussi une source d'opportunité, raisons pour lesquelles elles coopèrent. C'est le maintien des engagements financiers avec l'État qui peut se désengager sur certaines politiques de transition écologique, et donc des difficultés à pouvoir assurer le financement de ces investissements et le financement de ces bâtis ou de ces infrastructures qui vont œuvrer dans le sens de la transition écologique. Et donc c'est un peu une quête perpétuelle de chaque euro que nous remontent les collectivités avec lesquelles on a pu s'entretenir dans les différents entretiens. Et enfin, parce que le réflexe de coopération n'est pas toujours le plus naturel, notamment lorsque l'on parle de ressources qui se raréfient. Et là, on revient encore à l'exemple de l'eau, où il y a plutôt des réflexes de concurrence et de compétition pour l'accès à la ressource. Or, et ça a été rappelé ce matin dans la conférence de Magali Reguezazit, que la bonne coopération et la bonne coordination de tous les échelons administratifs et des collectivités entre elles est une condition de réussite pour la transition écologique. Malgré ces freins, malgré donc ces difficultés parfois à créer de la coopération, on a pu, ici c'est vraiment des premiers enseignements de nos entretiens qui seront donc ensuite transmis en avril prochain dans des formats qui seront plus opérationnels. Mais les collectivités, malgré tout, vont réussir à créer des coopérations volontaires. Alors, avec une diversité d'outils juridiques, et peut-être que là, le premier enseignement qu'on peut tirer, c'est qu'il n'y a pas en l'état de formes juridiques privilégiées en fonction des différentes thématiques investiguées, puisqu'on retrouve donc des chartes, des ententes, des conventions. On retrouve aussi des éléments plus formalisés, plus intégrés en fonction de la strate de collectivité, que ce soit donc des établissements publics ou des entreprises. Pardon, le son. Je vais changer de micro. Et puis donc des intercommunalités de projets de type pays, PETR, sans fiscalité propre, donc, ou des intercommunalités de gestion avec des créations de SEM, avec des créations de ce type de structures, donc qui sont beaucoup plus intégrées. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement qu'on a pu tirer jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas non plus de corrélation entre l'outil juridique, et donc sa forme d'intégration et sa formalisation, et le levier financier qui va être mobilisé dans cette coopération. Les leviers financiers qui vont être autant des mécanismes un peu classiques, dans tous les cas c'est à chaque fois des mécanismes assez classiques de soit subvention, soit recherche de prêts, par exemple auprès de l'AFL, mais pas seulement, ou des mécanismes donc, qui reposent sur de l'investissement ou d'autres reposant sur du fonctionnement. L'ensemble de ces mécanismes vont être ouverts aux collectivités, peu importe presque la forme de coopération juridique qui va être choisie. Bien plus, ça nous enseigne, donc cette absence de lien et de corrélation, qu'il y a une autre matrice, il y a d'autres raisons qui viennent expliquer le choix de telle coopération et de tel levier de financement, soit par rapport à la finalité de la coopération. Est-ce que le but, c'est de régler un problème technique complexe qui nécessite uniquement, entre guillemets, de l'ingénierie, et qui donc généralement va être plus du fonctionnement et des moyens humains qui vont être mis en coopération. Est-ce que c'est une coopération, donc ce serait un premier élément, les finalités de cette coopération. Un deuxième élément qui serait lié au niveau de maturité de la coopération. Est-ce que ça fait longtemps que les territoires coopèrent entre eux? Est-ce que c'est une coopération qui est en train de naître? Et donc parfois avec
voilà, un engagement qui va être mesuré dans un premier temps. Autre élément qui pourrait définir cette matrice ou cette grille de lecture des coopérations qu'on espère pouvoir vous rendre d'ici avril, ce serait plutôt d'avoir comment dirais-je, un choix de coopérer pour aller chercher des financements extérieurs. Et donc là, on aurait une volonté multiplicatrice de la coopération, c'est-à-dire qu'on coopère pour aller chercher d'autres financements qui viennent des fonds européens, qui viennent de la région, qui viennent de l'État, et donc qui permettent de financer la transition écologique. Et une autre finalité qui nous est remontée par des territoires ruraux, notamment via la MRF, qu'on a pu rencontrer, et puis certains maires qui y sont adhérents, c'est peut-être une volonté, est-ce qu'il y a un choix politique, une volonté politique de solidarité entre ces acteurs, solidarité soit qui se retranscrit dans des clés de répartition des financements qui peuvent être assez originales, qui peuvent prendre en compte les vulnérabilités des territoires, mais aussi des vulnérabilités sociales et donc des solidarités entre les habitants de ces territoires, puisque certaines coopérations ont été faites précisément, notamment en matière énergétique, dans le but de permettre une solidarité entre des habitants de différents territoires, mais qui sont confrontés aux mêmes problématiques de répondre à ces factures d'électricité trop chères. Donc ce sont ces premiers enseignements qu'aujourd'hui on peut vous livrer avec un objectif. Et donc notre horizon, notre ligne de mire, c'est bien sur l'échéance des municipales, pour que au lendemain des élections, sur le site soit disponible des fiches thématiques en relation par je vais changer de micro, à raison d'une par secteur de transition écologique identifié, donc une sur l'eau, une sur l'alimentation, etc. Et que vous puissiez trouver des études de cas qui soient suffisamment saillantes pour que vous puissiez en trouver des enseignements avec le numéro de téléphone, par exemple, du maire ou des services qui l'ont mis en œuvre pour que vous puissiez vous renseigner. Des éléments qui vous permettent de vous renseigner sur les facteurs de réussite, les facteurs de succès, une forme de petit manuel de la réussite de la coopération en question, et puis des outils pour se tirer au clair sur les leviers juridiques et financiers. Vers quel levier juridique ou financier je vais m'orienter quand je veux accomplir telle coopération, si je veux faire une entente en matière d'approvisionnement énergétique sur mon territoire, par exemple. Donc voilà, tirer tout ça au clair via des fiches thématiques et des supports destinés à tous les acteurs et à principalement les maires des communes. Merci beaucoup. Merci. Oula. J'essaye. Est-ce que ce micro fonctionne également? Je vais en passer un de ce côté-là, comme ça m'évitera de faire le tour, et peut-être un autre de ce côté. Merci beaucoup. Donc, programme ambitieux qui vous a été présenté et dont vous reconnaissez d'ailleurs l'ambition pour le mois d'avril 2026. Donc, je pense qu'on a toutes et tous hâte de voir les résultats. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était de profiter de ce temps dans une salle en plus qui est circulaire et qui est aussi propice aux discussions, pour à la fois entendre les réactions et des retours des 4 élus qui sont présents, mais aussi vous donner la parole, parce que vous avez peut-être également un avis sur la question des coopérations et peut-être également des exemples ou des retours d'expérience à nous partager. Donc pour le panel qui arrive, je suis ravie de pouvoir accueillir donc quatre élus. Marie Ducamin, qui est maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, vice-présidente de la métropole de Rennes et également présidente du conseil d'administration de l'AFL. Bonjour, bonjour. Vincent Morette, qui est maire de Montlouis-sur-Loire, président de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée et également membre du bureau de la PVF. Bertrand Hochecorne, qui est maire de Marot-Aupré, secrétaire général adjoint de l'AMF et qui est également membre du conseil d'administration de l'AFL. Et puis Dominique Faure, ancien ministre, merci pour votre présence, maire de Saint-Orens et vice-présidente de la métropole de Toulouse. Et pour débuter ce panel, peut-être en quelques mots, nous dire pour vous ce que représentent les coopérations. Qu'est-ce que la présentation des élèves qui a été faite vous évoque? Et puis quelques mots aussi sur votre territoire, à quels enjeux d'adaptation et de transition écologique vous êtes confrontés pour lancer les échanges, avant de revenir plus particulièrement sur les projets et puis les retours d'expérience que vous pourriez nous partager.
Peut-être Bertrand, je te regarde pour commencer. Peut-être le point de vue d'une commune rurale, le sujet de la coopération territoriale. Qu'est-ce que cela t'évoque et qu'est-ce que la présentation, à quoi ça te fait penser? Oui, bonjour à tout le monde, ministre, mes chers collègues, étudiants de l'INET. D'abord, je voudrais dire combien ces études, puisque j'ai suivi depuis 4 ou 5 ans les travaux de ces étudiants, combien ça nous apporte. Il y a eu différents sujets. Oui, alors c'est mieux, oui. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? D'abord, ils ont mis un point, c'est quand même les difficultés, les freins. C'est vraiment, il y a des freins réels par rapport à l'administration. Il y a aussi des freins culturels qui font que c'est difficile. Alors, évidemment, par ce qui est du cadre des intercommunalités, on est amené à une coopération intercommunale, comme on le dit, mais je crois que vous voulez aller plus loin par rapport aux coopérations intercommunales, peut-être intercommunauté commune, mais aussi communes voisines, pas forcément de la même intercommunalité. Et puis, comme je suis aussi au comité de bassin, je suis président de la commission planification de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je crois qu'on m'avait demandé de parler un petit peu de ceci. Et déjà, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est, enfin, et puis sans doute toutes les agences de l'eau, mais je crois qu'on est pas mal sur ce bassin. Voilà. C'est d'abord une solidarité de territoire. C'est une solidarité qui est urbain-rural, puisqu'on sait très bien que les populations urbaines étant plus nombreuses que les populations rurales, il faut, en particulier dans le cadre de GEMAPI, que ça ne marche pas toujours très bien, mais enfin, on essaye de le faire. Que quand un territoire amont protège un territoire aval, je pense à la métropole d'Orléans où le territoire de Jargeau va protéger le territoire d'Orléans, mais Jargeau, il n'y a pas beaucoup d'habitants, etc. Donc on s'est mis, finalement, ça a été un peu serré. Moi-même sur ma commune, il y a 7 km de digues de Loire qui sont quand même des digues importantes, et sur ma commune, il y en a une vingtaine. On s'est mis ensemble dans le cadre de l'établissement public Loire. Alors je regrettais un petit peu qu'on ait perdu le contrôle parce qu'on est moins directement. Moi j'avais œuvré pour un grand syndicat sur le Loiret qui regroupe tous les comités, tous les syndicats de bassin, et puis qui peut prendre GEMAPI en entier. Alors là on a mis PI. Alors, comme je suis matheux, pour moi, Pi, c'était 3,14. La seule chose, c'est protection des inondations. Et on a séparé de GEMA, qui est très important aussi. C'est un peu dommage. Là, je trouve que c'était un peu raté. Bon, on avait essayé de faire ça. Voilà. Et puis, alors, j'ai une coopération. On m'a dit que j'ai le droit d'en parler parce que Après, bon, alors, les exemples, on les garde voilà. pour la suite. Voilà, donc je pourrais reparler de ces sujets-là. Merci beaucoup. Et peut-être Dominique Faure, votre point de vue à la fois d'ancienne ministre sur le sujet des coopérations territoriales, et puis de votre côté de maire et vice-présidente d'une métropole. Oui, déjà, de façon très large, je crois que la France a absolument besoin de coopération territoriale forte, bien sûr sur l'enjeu de transition écologique, mais aussi de transition énergétique, mais aussi sur le plan de la culture. Partenariat entre scènes nationales dans de grandes villes, comment amener de la culture très élitiste dans des territoires ruraux, comment faire émerger de la culture dans la ruralité, leur donner la possibilité d'être sur des grandes scènes, etc. Donc le champ de la culture, le champ de l'économie et de l'emploi, bien sûr. Je dirai quelques mots tout à l'heure à Toulouse sur ce champ, très important quand on n'a pas de foncier pour accueillir des entreprises, de pouvoir travailler en partenariat avec des villes moyennes, voire des territoires ruraux, pour qu'on puisse accueillir des entreprises dans notre bassin de vie beaucoup plus large, qu'il ne soit... voilà. Donc, le champ de la coopération territoriale, le champ de la solidarité territoriale, le champ de l'interterritorialité, il est absolument fondamental. Nous, les maires... on connaît un petit peu ça au travers de nos intercommunalités. Mais là, comme cela a été dit par vous, chers étudiants, on n'est pas sur des périmètres administratifs. Suivant le type de projet que l'on porte, si on est dans le champ de la transition écologique, si on est sur le champ de l'eau, on va forcément être sur le bassin versant et on ne va pas forcément être dans une interterritorialité avec des communes de la même intercommunalité. Il va falloir aller tisser des liens avec des communes avec lesquelles on est sur le même bassin versant. Donc,
moi, j'invite tous les élus locaux qui êtes là à porter cela pendant nos futures élections municipales. En tout cas, je vais le porter. Donc, on l'a déjà mis en œuvre sur ma commune, Saint-Orens-de-Gambie. Je dirais quelques mots sur tout à l'heure, et je ne vous les dis pas maintenant, mais ce que je veux dire sur le champ de porter un projet pour les élections municipales. Moi, j'avais une scène qui s'appelait Altigone. Je suis une ville de 14 000 habitants, première couronne toulousaine. Et j'ai donc à l'est de ma commune 115 communes, le Lauragais, extrêmement rural. Et à l'ouest, j'ai ce qu'on fait de mieux en France en matière culturelle, ce qui est la ville de Toulouse. Et donc, j'ai ouvert, en créant une SPL, ma SPL de Saint-Orens, le capital de la SPL, à 4 ou 5 communes voisines, qui étaient très heureuses de venir. Voilà, on est là dans un début de contrat de réciprocité, non pas à la maille d'une métropole, mais à la maille d'une commune de 14 000 habitants, qui se dit, tiens, tout l'est de mon territoire eh bien, peut être intéressé par venir et s'approprier cette scène culturelle qui est la nôtre. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas oublier dans nos projets qu'on est en train d'écrire pour mars 2026, ne pas confondre l'intercommunalité à laquelle on appartient et à laquelle, je pense, on se doit d'être solidaire, même si ce n'est pas toujours facile, ce périmètre administratif. Je crois qu'il faut travailler à l'échelle intercommunale, mais on peut se permettre d'aller travailler à la maille du bassin de vie avec une autre forme de coopération. Très bien, merci beaucoup. Au niveau, peut-être, Vincent Morette, sur votre territoire et vos collectivités, il me semble, enfin, vous pourrez dire quelques mots pour présenter là où exactement où vous vous trouvez, mais qu'il y a aussi des liens assez forts avec le conseil régional et au niveau de l'interterritorialité de la coopération, ça va jusqu'à échanger sur l'évolution parfois de critères pour bénéficier de financement et rendre possible ce qui ne l'était pas auparavant. Oui, tout à fait. Alors d'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parce que moi, j'ai un petit problème de voix aujourd'hui, donc je vais essayer de ne pas trop la forcer. Moi, je suis maire de Montlouis-sur-Loire, une ville de 11 000 habitants, à proximité de Tours, mais qui n'est pas dans la métropole de Tours, puisque je suis président de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, qui longe la métropole de Tours. Donc on est à côté d'une métropole, donc très proche, et à côté aussi de communes et communautés de communes beaucoup plus rurales. Donc c'est important de parler de ces questions-là, à ce niveau-là. Moi, je suis vraiment convaincu qu'il faut que l'on travaille tous ensemble sur toutes ces questions de solidarité. Alors j'ai bien compris qu'on n'allait pas parler de l'intercommunalité, mais il faut quand même dire que ça doit commencer par l'intercommunalité, parce qu'on fait comme si ça se passait bien dans toutes les intercos, mais je sais que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc que l'on commence déjà par avoir une véritable solidarité dans les intercos. Moi par exemple j'ai mis un règlement sur les fonds de concours dans les deux sens, voilà, de façon à régler toutes ces questions-là. Mais une fois qu'on a fait ça, vous avez raison, ça ne suffit pas, puisque le périmètre de l'interco, moi, c'est 10 communes, 40 000 habitants, est trop petit pour certaines politiques. Donc, on doit développer d'autres... Et j'ai bien aimé votre diapositive qui disait qu'il y avait plusieurs solutions pour faire de la solidarité entre nous. Par exemple, moi, j'ai créé, avec 3 autres intercos, vous voyez, 4 intercos, une entente. Une entente pour faire quoi? Pour gérer notre territoire d'industrie. Voilà. Bon, ça, c'est un exemple. Mais je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit mon voisin sur l'agence de l'eau Loire. Mais franchement, le transfert de compétences GEMAPI, pour une collectivité comme la mienne, c'est une véritable catastrophe. Moi, je suis traversé par la Loire, comme toi, mais par le Cher. J'ai les deux sur ma Comcom. Donc, des 7 km de digue, moi, c'est plus de 10, même une quinzaine. Et je le dis toujours en souriant, si jamais on entretenait mal nos digues et qu'il y avait une brèche dans une digue sur ma communauté, sur ma Comcom, c'est toute la métropole de Tours qui est sous 2 à 3 mètres d'eau. Voilà. Donc, il faut bien qu'on travaille ensemble. En amont, en aval, le travail est indispensable. Alors, comment est-ce qu'on fait? On essaye d'être un peu inventif, ingénieux. Il existe plein d'outils à notre disposition, peut-être même parfois un peu trop, des fois on s'y perd un peu, mais c'est indispensable. D'abord parce qu'on a moins d'argent. Vous savez, c'est pour maire que je veux dire ça. Il faut qu'on fasse plus avec moins. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Et je n'ai pas besoin de développer pourquoi avec moins. Ça, je pense que tout le monde le sait. J'ai bien peur que ça soit de pire en pire. Mais on nous demande de faire plus.
Qui nous demande de faire plus? D'abord, tout ce qui concerne la transition énergétique, la transition écologique, nécessite beaucoup de moyens. Ça, c'est une réalité. Donc il nous faut des moyens pour ça. Je viens de le dire, certains transferts de compétences qui se sont faits sans transfert de moyens financiers, je ne reviens pas sur GEMAPI, nécessitent des moyens. Ce qu'on entend en ce moment sur la police ne me rassure pas non plus. Bon. Et puis, il ne faut pas l'oublier non plus, il y a l'exigence du citoyen. Le citoyen qui se comporte de plus en plus comme un consommateur nous réclame toujours plus de moyens. Donc, arriver à faire plus avec moins, ce n'est pas possible autrement que de le faire en s'organisant ensemble, en développant des politiques de coopération à des échelons différents. Donc je pourrais revenir sur les différents sujets, mais c'est vrai que sur l'exemple que vous avez cité, avec la région Centre-Val de Loire, on a travaillé sur des critères qui n'étaient pas forcément ceux de la région au départ, de façon à faire rentrer nos projets à nous. Voilà, ça, je pourrais vous le développer si vous le souhaitez, comme l'entendre, comme... je crois qu'on est tous ici. Vous savez, un maire, c'est un couteau suisse. Hein. On est bien obligé de se débrouiller comme on peut pour arriver à avancer. C'est vrai, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on l'a compris, la coopération, elle doit se faire. Vous avez parlé de solidarité et je pense que c'est important de revenir aussi sur ce mot dans le contexte qu'on rencontre. Et vous avez aussi évoqué le faire plus, mais avec moins. Et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, avec les discussions aussi autour du PLF qu'on rencontre et qui vont impacter les collectivités locales, mais les impacter de manière différente aussi selon où qu'elles se trouvent. Et donc c'est là où on retrouve aussi le vrai sens de cette coopération pour qu'au final, les citoyens ne soient pas seulement des consommateurs et se rendent compte aussi de ce que font les élus locaux au quotidien. La coopération, elle doit se faire justement dans le respect de l'équilibre des territoires. Et ce respect de l'équilibre, on doit aussi le faire autour des métropoles qui sont assez présentes sur le territoire et qui sont aussi représentées autour du panel d'intervenants. Peut-être, Marie Ducamin, si vous pouviez revenir sur à la fois votre territoire qui est celui de la métropole de Rennes et puis de la ville de Saint-Jacques, mais également autour du projet Terre de Source que vous avez mené sur le territoire, au-delà du territoire de la métropole de Rennes et en lien avec notamment les agriculteurs et la thématique de l'eau dont on a beaucoup parlé depuis le début des échanges. Oui, c'est vrai que j'avais envie de présenter ce projet parce que je le trouve très emblématique et très enrichissant, ça donne envie d'être optimiste. Je me dis qu'avoir réussi à construire ce projet sur la métropole de Rennes, c'est une belle aventure. Je trouvais que quand on en a échangé avec Lou, c'était bien de pouvoir en parler. Donc moi, je suis maire de Saint-Jacques, qui est une ville de 14 000 habitants, vraiment en cœur de métropole, comme on dit, c'est-à-dire mitoyenne de la ville de Rennes. Et alors, c'est sûr que quand on est en plein cœur d'une métropole, comme ça, entouré d'autres villes de la métropole, on pense d'abord à l'interco et à son bon fonctionnement. Il y a des enjeux et on les connaît. Moi, j'ai la chance d'être dans une interco qui fonctionne bien, sur un territoire dynamique. Et donc, comme je ne suis pas aux frontières de l'interco, je suis moins directement interpellée par les questions de coopération territoriale, mais c'est évidemment un sujet qui est éminemment porté par la présidente de la métropole de Rennes et puis les vice-présidents en charge de cette coopération territoriale. Mais s'agissant du projet Terre de Source, c'est un projet, comme je le disais, innovant et original. Et donc, c'est un projet qui a été porté d'abord par la collectivité eau du bassin rennais, un syndicat mixte qui comprend principalement la métropole de Rennes, mais aussi les EPCI voisins. Donc, au total, la métropole, c'est 43 communes. Et la collectivité eau du bassin rennais, c'est un peu plus de 70 communes. Et ce projet, il a été porté au nom de la mission de protection de la ressource en eau, que vous connaissez bien si vous êtes élu et que vous suivez ces questions de l'eau. Donc on sait que la CEBR, la collectivité eau du bassin rennais, son objet, sa mission principale, c'est la distribution de l'eau potable, mais elle a aussi cette mission de protection de la ressource. Et l'idée, sachant que
particulièrement en Bretagne, on le sait, hein, l'état de la ressource n'est pas bon. Les eaux ne sont plus de bonne qualité en Bretagne depuis longtemps. Donc on a un devoir d'améliorer cette qualité. Et l'idée, évidemment, qui vient à je pense, toutes les collectivités, tous les syndicats mixtes, c'est que pour assurer cette mission, il faut aller notamment vers les agriculteurs, accompagner les agriculteurs dans des changements de pratiques de façon à améliorer la qualité de l'eau. Et c'est là où intervient la coopération, c'est que la particularité hydrologique, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais de la métropole rennaise et du bassin de Rennes, c'est que on consomme de l'eau qui est captée en dehors du territoire de la CEBR. Donc si on veut pouvoir intervenir directement, eh ben, on n'a pas les compétences puisqu'on n'est pas sur le territoire. On ne peut pas acquérir du foncier à l'extérieur, comme on peut le faire dans certaines métropoles, acquérir du foncier agricole pour pouvoir améliorer les intrants, etc. Et donc, ce qui a été trouvé, et de façon assez astucieuse, c'est de s'appuyer sur la commande publique pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Sauf que là aussi, on connaît le code de la commande publique qui est assez contraignant, qui interdit notamment le localisme. Et donc, ce qui a été inventé, en quelque sorte, c'est la création d'un label. Alors là, ce n'est pas du tout original, un label donc, qui s'appelle Terre de Source, et qui, lorsque l'agriculteur adhère au projet Terre de Source, il s'engage dans une démarche de progrès. Alors, il ne s'agit pas forcément d'être bio. Si on est bio, on est directement... le label est d'office, en quelque sorte. Mais même lorsque l'on n'est pas un agriculteur bio, on peut adhérer à ce label et à ce moment-là, s'engager dans cette démarche de progrès avec un cahier des charges qui vise notamment à limiter l'usage des pesticides, puisqu'on le sait, hein, c'est ces produits qu'on va retrouver dans l'eau potable qui nécessitent d'être traités. Donc le charbon actif, vous le savez aussi, coûte cher. Il faut le renouveler régulièrement et il est importé pour la plupart. Donc il y a des enjeux financiers évidemment autour de ce traitement et des enjeux de santé publique évidemment. Et alors pour sortir de ces freins dont vous avez parlé, pour pouvoir accompagner l'agriculteur, lui donner envie d'avoir ce cahier des charges, parce que l'agriculteur, lui, il est face à ses difficultés économiques, il faut qu'il produise, il a des impératifs, il faut donc qu'il ait un avantage, évidemment, à signer ce cahier des charges, et donc on s'engage à lui garantir une juste rémunération pour ses produits. Et donc, l'astuce a été de créer un marché public de prestations de services environnementaux et que donc l'agriculteur, la CEBR a passé ce marché public de prestations de services environnementaux et pour rétribuer ce service rendu par l'agriculteur, on s'engage à lui acheter des produits. Et donc, c'est comme ça qu'on a échappé en quelque sorte à tous les freins. Et c'est, je crois, une première. Enfin, là, dans ce style, il y a toujours plein d'innovations partout. Hein, mais en tout cas, cette innovation a été bien repérée et peut être utilisée sur d'autres territoires qui se sont rapprochés de la CEBR, d'ailleurs, pour voir comment construire juridiquement, puisqu'il y a eu un gros travail d'ingénierie juridique hein, pour pouvoir créer cet outil un petit peu étonnant. Donc, une fois que l'agriculteur s'engage, alors il y avait aussi une autre petite difficulté, c'est que comme on n'a pas de zone de captage d'eau, on ne pouvait pas dire que la prestation de service environnemental concernait l'eau pour la métropole, sinon on n'était pas dedans. Donc, c'est de l'eau et de l'air, puisqu'on sait aussi que l'usage de pesticides peut avoir des impacts sur la qualité de l'air. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a construit le marché. Et donc, l'agriculteur a son label. Les collectivités qui sont membres de Terre de Source peuvent acheter dans le cadre d'un groupement de commandes. Là aussi, une SIC a été créée de façon à accompagner les acheteurs publics pour qu'ils puissent faire leurs commandes dans des bonnes conditions. Et donc, lorsque c'est de la restauration en régie, alors c'est facile. On arrive vite à des montants assez intéressants pour les agriculteurs. C'est comme un peu une AMAP, en fait, mais à l'échelle d'une collectivité. Et puis, l'autre élément, donc, c'est aussi le fait que l'agriculteur s'engage à faire de l'éducation à l'environnement, donc reçoit sur sa ferme des scolaires, des acheteurs publics, des restaurateurs, pour recréer aussi le lien. Et donc les agriculteurs concernés sont les agriculteurs qui sont sur le territoire
de la CEBR, mais aussi au-delà, évidemment. On a le droit, puisque en fait, ils font une prestation de service pour la ressource en eau, et donc on s'engage ensuite à acheter auprès d'eux. Voilà, donc c'est un projet effectivement c'est un projet des petits pas, hein, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'engager directement une transformation en bio. Donc certains partenaires politiques trouvent que ça ne va pas assez vite. En même temps, l'idée, c'est aussi d'aller chercher l'agriculteur là où il est, avec ses contraintes, et de ne pas lui demander l'impossible, et donc plutôt d'essayer de multiplier les agriculteurs, le nombre d'agriculteurs qui font des progrès. Parce que sur ce bassin-là, on a 15% de bio. Donc 15% de bio, c'est très bien, et il faut les accompagner aussi, mais ça ne suffit pas pour la qualité de l'eau. Donc l'idée, vraiment, c'est de massifier le changement des pratiques pour pouvoir améliorer à la fin la qualité de l'eau potable. Très bien, merci. Merci beaucoup. C'est très intéressant, et d'autant qu'hier, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance, mais il y a une étude du FC Que Choisir qui est sortie et qui s'alarmait aussi de l'augmentation à venir du coût du traitement des eaux. Et donc, travailler en amont sur ce type de projet et travailler également avec les agriculteurs qui sont autour du territoire d'une collectivité permet justement, si on est très optimiste ou peut-être trop optimiste, de limiter l'augmentation de ces coûts. Merci beaucoup pour cet exemple. On prendra les questions s'il y en a à la fin du tour de table. On poursuit sur le sujet métropolitain, peut-être avec vous, Dominique Faure, un peu plus au sud, mais toujours on va dire à l'ouest de la France, sur les sujets, sur les projets dont vous souhaiteriez nous parler. Vous évoquiez le manque de foncier et la nécessité d'aller vers. Je vous laisse donc prendre la suite. D'abord, dans cette deuxième prise de parole, vous remercier. Extrêmement intéressant, vos travaux. Donc, moi, j'attends le mois d'avril, mais je vais déjà vous le dire. Sur le plan de la coopération, soit elle est financière, soit elle ne l'est pas. France Urbaine a établi, quand il a commencé à travailler sur ces contrats de réciprocité, le fait qu'il n'y aurait pas de compensation financière, si je puis dire. Et donc, il a fallu innover, et comment ces coopérations ont pu s'installer sans contribution financière. Et ces contrats de réciprocité à Toulouse, qui a été une des métropoles qui s'est saisie de ce sujet de façon assez avant-gardiste, elle a trouvé de la place dans éviter la fermeture de l'abattoir de la ville de Auch, dans le Gers, pour alimenter les 35 000 repas par jour qui sont délivrés à nos enfants de nos cantines toulousaines. Et donc, ces enfants mangent de la viande en circuit court. L'abattoir n'est pas fermé, donc on a gardé l'emploi. On a évidemment limité les émissions de CO2, puisqu'on n'achète pas de la viande de partout dans le monde, mais bien de la viande locale. Et on a un meilleur produit, une meilleure nutrition de nos enfants dans les écoles. Donc, on voit bien que là, on est au cœur de la transition écologique. Donc ça, c'est un exemple qui fonctionne depuis presque maintenant 10 ans, 2015, et qu'on est en train d'étendre de la ville de Toulouse à la métropole toulousaine. Ensuite, si on entre dans d'autres champs, moi, il y a plusieurs champs qui me tiennent à cœur. Il y a celui qui a déjà été cité de la GEMAPI. On dit la GEMAPI, ça ne fonctionne pas bien. Ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas bien. Et je suis complètement d'accord. Donc il faut effectivement changer les pratiques et changer la loi. Il faut le dire, s'il y a des députés dans la salle. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que... moi, je suis allée au lac de Serponçon et on voit bien à quel point les villages qui entretiennent ce lac qui alimente en eau potable la ville de Marseille et de Toulon réunis. Donc, on voit bien qu'on a de la GEMAPI qui est levée en grand volume parce qu'on a beaucoup de population en aval, et puis on a peu de population des petits villages qui entretiennent cette ressource en eau. Donc, il est évident qu'il faut conduire, et si vous pouviez le mettre dans vos recommandations, si vous en êtes convaincu, ça serait extrêmement intéressant. Il faut la reconcevoir, la réinventer, la GEMAPI, mais il faut faire ça diplomatiquement, astucieusement, il faut l'adosser à des réalités concrètes comme elles ont été citées ici, mais je pense que, voilà, en prenant le temps, on doit pouvoir y arriver. Et ensuite, il y a encore un troisième sujet, à un moment où l'argent est très... il y a pénurie d'argent au niveau de l'État, au niveau des collectivités, mais on a ce qu'on appelle un fonds de péréquation. Et je pense que ce fonds de péréquation, c'est de la péréquation horizontale. Mais il pourrait extrêmement nous être utile s'il était fléché sur la transition écologique. Je pense par exemple
à toutes les communes qui vous trouvez dans des littoraux. Et avec le recul du trait de côte, par exemple, vous avez des villages et des villes extrêmement touristiques, extrêmement riches, et qui n'ont pas véritablement cette problématique parce qu'elles sont dans le rétro-littoral structurellement. Mais dans ce bassin de vie, vous avez des villages, des villes qui sont obligés de dire à leurs propriétaires qu'on va devoir démolir toutes les villas qui sont en bord de mer parce que à horizon de 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, eh bien, la mer va arriver à ce niveau-là. Et donc là, il faut l'accompagner, la transition écologique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'argent nouveau. C'est juste une péréquation. Mais il faut afficher que le FPIC, ce fonds de péréquation intercommunal, eh bien, on pourrait lui donner une coloration transition écologique très forte. Et donc, on est sur un même territoire. On n'est pas grande commune, petite commune. C'est toutes les communes du bassin. Quelles sont celles qui sont touchées? Quelles sont celles qui ne le sont pas? Et comment ce FPIC pourrait accompagner les transitions? Et pour finir, je crois que vous avez dit, les jeunes de l'INET, qu'il faut savoir se mettre ensemble pour lever des fonds européens ou lever des fonds régionaux. Moi, j'y crois, mais vraiment beaucoup. Donc là, c'est aller chercher de l'argent ensemble. Au-delà des contrats de réciprocité, au-delà du FPIC, au-delà de la GEMAPI, on peut aussi aller lever des fonds ensemble. C'est un peu ce que fait l'Europe quand elle nous invite à porter des projets avec des territoires frontaliers. Et je pense qu'il faut qu'on soit meilleur sur l'utilisation des fonds européens. Donc là, il y a tout un travail, toute une recommandation. Et ils sont à la main des régions, ces fonds, mais ils peuvent être encore mieux utilisés au service de la transition écologique, d'après moi. Merci beaucoup pour tous ces éléments et aussi ces recommandations qui vous serviront ou vous alimenteront. Je me permets juste de rebondir aussi sur le mot de la fin quand vous évoquiez le fait d'aller chercher des fonds ensemble, lever de l'argent ensemble. Je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec l'AFL qui est une banque détenue et pilotée par des collectivités locales et dont justement le métier est de mutualiser l'accès au marché financier, au marché obligataire pour l'ensemble et pour le compte de ces collectivités locales actionnaires qui sont à la fois des villages, qui sont des régions, des communes, des syndicats d'eau et d'assainissement, enfin bref, qui représentent le patrimoine local français dans sa diversité, plus ou moins soumis aux aléas climatiques. Je poursuis avec Bertrand Hochecorne. Vous aviez évoqué en introduction, vous étiez membre du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous en avez dit quelques mots. Si vous souhaitez compléter, n'hésitez pas. Mais vous aviez aussi un autre projet d'envergure un peu plus importante que vous souhaitiez évoquer, qui peut être intéressant, qui concerne peut-être pas directement la transition écologique, mais dont des coopérations pourraient s'inspirer par la suite. Si tu permets, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Madame Faure, Madame la Ministre, sur le FPIC. Alors, votre idée me semble très, très, très bien, tout à fait. Mais sur le FPIC, j'avais écrit dans le bulletin des 36 000 communes de l'Action de maires ruraux de Loiret un article qui s'appelait FPIC écolégramme, et dans lequel je mettrais un petit peu le point, parce qu'en fait, on parle de coopération pour l'eau. Vous parliez horizontale, oui, mais que, grosso modo, il y a des territoires ruraux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui doivent protéger des territoires urbains. Or, vous savez que dans le FPIC, au contraire, on avantage les territoires urbains, puisqu'il y a un coefficient, je vous le rappelle tous, logarithmique, qui permet que quand la commune a 50 000 habitants, les habitants comptent pour 1,5, donc une commune de 50 000 habitants a du coup 75 000 habitants, et quand on fait le potentiel financé par habitant, mais par faux habitants, évidemment, les grosses collectivités sont considérées comme pauvres, et donc on reçoit du FPIC que les petites collectivités sont en train de payer. Donc votre idée est très très bonne, mais il faudrait revoir peut-être le calcul du FPIC et revoir ce coefficient logarithmique. Vous savez que là-dessus, je suis prêt à collaborer là-dessus. Voilà. Oui, j'avais quelque chose sur la culture, parce que aussi Madame Faure a parlé quelque chose qui me paraît intéressant sur la culture métropole, milieux ruraux. Malheureusement, la métropole, moi je joue que la métropole d'Orléans, il n'y a personne qui est venu me voir sur la culture. Et dans ma commune de 25 communes rurales à l'ouest d'Orléans, on m'a mis conseiller communautaire délégué à la culture. Alors je dis, il faut absolument déjà que les personnes qui font de la culture dans ces 25 communes qui ne se connaissent pas, on est allé faire une très grande communauté de communes, puissent se rencontrer. Donc j'ai créé les Assises de la culture des terres du Val-de-Loire. C'est le nom de la communauté de communes, pour qu'à la fois tous les
les idées se transmettent, les troupes que l'on a, les concertistes que l'on a puissent avoir des liens avec les uns les autres, se faire connaître d'une autre commune pour se faire inviter, et puis surtout valoriser tous ces bénévoles qui travaillent pour la culture. Bon, la culture, je pense que je convaincrai personne de dire que dans le lien social, c'est fondamental, dans l'élévation de l'esprit, c'est fondamental. Et quand dans ma commune, j'arrive à faire venir des concerts où il y a 200 personnes qui viennent et qui sur de très bonne qualité et qui ne seraient jamais allées en ville, je suis content. Et alors justement, je veux d'aller un peu plus loin. Samedi, j'ai le 3e assise de la culture des terres du Val-de-Loire, et j'ai dit il faut inviter des communes voisines, y compris les métropoles d'Orléans. Malheureusement, le maire adjoint d'Orléans vient de se désister avant-hier. J'en suis désolé, mais je m'entends bien avec lui. Mais voilà. Et donc, pour que les autres communes puissent nous dire ce qu'elles font et inversement ce qu'on fait. Et je trouve que là, il faut vraiment que les idées émergent. Bon, la région nous aide beaucoup dans ce niveau-là, on peut compter. Donc, vraiment faire que les acteurs culturels dans les différents territoires et évidemment... nos habitants ruraux ont les mêmes besoins que les habitants urbains. La seule chose, évidemment, on ne va pas avoir un grand théâtre, évidemment, on ne va pas avoir une salle de concert, mais il faut absolument qu'on puisse faire des échanges qui soient fructueux. Pour l'agence de l'eau, je crois qu'on avait déjà beaucoup parlé. Je veux bien en reparler, mais il y a beaucoup à faire aussi au niveau de l'eau. Et je crois que M. Moret, mon collègue, en a parlé aussi de manière très intéressante. Merci. Et juste sur le sujet de la culture, ce qui est aussi intéressant, si vraiment on veut aussi tirer par les cheveux cet exemple, c'est qu'il y a aussi énormément d'émissions carbonées dans les trajets pour se rendre dans les lieux culturels. Et ça peut être une dimension aussi intégrée dans le cadre de vos réflexions, Bertrand. Mais j'imagine que tout à fait, parce que vous y là, avez on déjà travaille pensé. aussi à mutualiser les transports pour aller voir les spectacles. Mais c'est compliqué aussi. J'imagine. Sur le dernier point, peut-être, monsieur Moret, au niveau de votre territoire, on va peut-être sortir du sujet de l'eau et de la GEMAPI. On a bien parlé, mais si vous souhaitez compléter les propos, n'hésitez pas à revenir dessus. Mais je crois que vous avez un projet au niveau de votre commune et des territoires alentours autour de l'énergie, autour des déchets, autour d'un méthaniseur. Qui ne peut se limiter seulement à une commune. Donc, je ne sais pas si vous pouviez nous dire quelques mots sur ce projet, s'il vous plaît. Oui, on a beaucoup parlé de je ne sais pas si ça fonctionne, oui. Oui, je pense. Bon. On a beaucoup parlé de l'eau, mais l'énergie, c'est aussi un vaste sujet. Quand vous regardez un peu, on est tous d'accord pour dire qu'il faut tout décarboner, il faut arrêter les énergies fossiles, etc. D'accord. Mais quand vous essayez d'implanter une éolienne quelque part, il n'y a personne qui en veut. Quand vous commencez à vouloir mettre des panneaux photovoltaïques, voilà, c'est pareil. Et quand vous parlez de méthanisation, ce n'est pas toujours simple. Donc, c'est vraiment des sujets qui dépassent largement la frontière des collectivités. Là, l'exemple que vous citez, sur la communauté de communes, on souhaite pouvoir installer un méthaniseur. Pourquoi ? Parce que on a des déchets. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on a des déchets. Et on est en train de collecter tous les uns les autres de plus en plus les biodéchets. Donc il faut bien en faire quelque chose de tout ça. Et puis il faut bien arriver à produire de l'énergie. Alors le gaz, ce n'est pas une énergie qui a le vent en poupe en ce moment. Le gouvernement, pour des raisons évidemment qui n'ont rien à voir avec le fait que c'est le principal actionnaire d'EDF, mise tout sur l'électricité. Mais le gaz, c'est une énergie qui peut être verte également. Et dans beaucoup de nos communes, il y a des réseaux de gaz. Et si un jour, il fallait laisser tomber ces réseaux de gaz, ça nous coûterait une fortune pour pouvoir arrêter d'utiliser ces réseaux de gaz. Donc on a des réseaux qui sont en excellent état, qui ne demandent qu'une chose, c'est être verdis. Voilà. Il faut les alimenter avec du gaz vert. Et là encore, on est bien dans la coopération. Pourquoi ? Parce que où le gaz est-il majoritairement consommé ? Dans les grandes villes, dans les métropoles. Mais ce n'est pas là qu'il peut être produit. Il peut être produit en monde rural. Donc il faut bien qu'il y ait une coopération entre tout le monde pour qu'on puisse produire du gaz vert dans le monde rural. Il faut que ça soit accepté parce que dans le monde rural, les gens ne sont pas fous non plus. Ils ne veulent pas devenir, je vais utiliser un mot pour faire réagir un peu la salle, la poubelle de la métropole. Donc il faut que ça soit pensé, réfléchi et que l'on voit comment on va pouvoir le financer. Et puis ensuite, alors, j'ai une petite casquette au niveau du syndicat d'énergie de mon département. Vous avez peut-être compris, on charge de la compétence gaz. Donc c'est un sujet que je connais parfaitement bien. Il faut avoir une réflexion au niveau du département en entier.
mais aussi des départements limitrophes. Vous voyez jusqu'où peut aller la collaboration, parce que les entrants, il faut savoir d'où on les fait venir. On ne va pas faire des centaines de kilomètres à des déchets agricoles pour verdir des réseaux. C'est complètement idiot. Il faut donc avoir une véritable réflexion locale, mais de façon beaucoup plus large, pour arriver à mailler notre territoire de façon intelligente avec justement ces méthaniseurs qui permettront de produire du gaz vert et d'alimenter des réseaux qui existent déjà. Voilà. Donc cette coopération, franchement, elle n'est pas si simple, parce que pour l'instant, ça ne repose que sur la bonne volonté des élus locaux. Si on s'entend bien entre élus locaux, tout se passe bien, on arrive à monter les choses, mais s'il n'y a pas une entente au niveau des élus locaux, ça devient plus compliqué. Alors, il y a des entreprises spécialisées qui font ça très très bien, je ne vais pas citer des entreprises privées, mais parfois ça ne suffit pas. Il faut aussi que la puissance publique puisse être présente et qu'on puisse gérer tout ça. Donc voilà, ça c'est effectivement un exemple de coopération que l'on doit, j'allais presque dire, obligatoirement avoir si on veut continuer à pouvoir alimenter nos réseaux de gaz. Voilà sur cette question-là. Mais je voulais bien vous dire aussi un tout petit mot sur les ententes, parce que je ne suis pas sûr que tous les collègues sachent bien ce que c'est qu'une entente. Moi, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. On a un territoire d'industrie sur 4 communautés de communes, très bien, mais j'en avais un petit peu marre qu'on fasse des grandes messes régulièrement avec le préfet, le député local, et que tout le monde nous donne des grandes leçons, et derrière, on nous disait, vous n'avez plus qu'à financer. C'est un peu ça. Donc, on a créé les 4 présidents de communautés de communes, on a créé une entente entre nous, sans rien demander à personne, et on a décidé que cette entente allait gérer le territoire d'industrie. Donc, une entente, c'est quelque chose de très très souple, c'est quelques feuilles et on est d'accord. Toutes les décisions doivent se prendre à l'unanimité, et on peut décider ensemble d'un budget pour l'objet de cette entente. Et donc, nous, on a défini un budget pour faire vivre notre territoire d'industrie. Et on partage ça en 4. Voilà. Il y en a un de nous qui porte ça, et à la fin de l'année, on divise en 4 les dépenses, et puis c'est réglé. Franchement, si vous avez envie de faire quelque chose de simple sur vos territoires, l'entente, c'est parfait. Ça peut se faire entre communes, entre communautés de communes, entre une métropole et une... Enfin, voilà. Et c'est un outil que je le défends parce que je le connais depuis peu, je le dis sincèrement. C'est un outil qui est quand même à la main des élus et qui est facile à utiliser. Vous vouliez réagir peut-être sur le sujet de l'entente, Madame Faure? Oui. Oui, juste un mot pour ces jeunes étudiants à l'INET. Je pense qu'on a balayé pas mal de sujets, mais ce qui me paraît important, c'est de travailler sur les critères d'évaluation de ces coopérations. Parce que, vous voyez, on cite les uns les autres des coopérations, on les sent vertueuses, on les sent intéressantes, mais ce qui serait très intéressant pour tous ceux qui ne les ont pas encore bâties, c'est de savoir comment on les a évaluées. Et puis l'évaluation, elle est souvent dans ces politiques publiques ex post, donc là, ex ante, ça serait pas mal. Vous mettiez des critères et que vous invitiez les collectivités qui veulent coopérer à d'entrée mettre quelques critères, vous en proposez quelques-uns parce que ce n'est pas spontané, et ensuite qu'on puisse mesurer l'efficacité de ces coopérations. Très bien, merci beaucoup. Je profite de ce petit temps de pause aussi pour me tourner vers la salle qui, du coup, s'est aussi élargie de ce côté-là pour prendre le pouls de la salle. Vous avez peut-être des questions, des réactions, des témoignages. Je vous laisse la parole. Peut-être présentez-vous, comme ça on vous situe également. Et puis après, rendez-moi le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Francis Croche. Je suis maire de la commune de La Salvetat, dans le département de l'Hérault, et président de la communauté de communes du Haut-Languedoc, qui est une intercommunalité à cheval sur le département du Tarn et de l'Hérault. Mais j'ai aussi la casquette de président des communes forestières d'Occitanie. Et à ce titre-là, l'idée de la GEMAPI au travers de la gestion de l'eau est vraiment intéressante. Mais je voulais amener la forêt sur notre point d'information et ce travail qu'on a mis en place au travers d'un contrat de réciprocité avec la métropole de Montpellier, sachant qu'on est parti d'un raisonnement où au niveau de la montagne en Occitanie, on a une partie du Massif central, on a une partie des Pyrénées, et en fait on se trouve avec du stock de forêt sur ces grands massifs forestiers.
Et puis, lorsqu'on raisonne en termes de stock, on regarde à l'est et à l'ouest. Et d'un côté, on a la métropole de Toulouse avec 700 000 habitants, la métropole de Montpellier, 400 000 habitants, d'accord, la bande littorale au long de la Méditerranée. Et on dit comment on pourrait tisser des relations intéressantes dans la complémentarité ville-campagne, sachant que nous, quand on fait des études supérieures, soit on va à Montpellier ou à Toulouse. Quand on est malade, on va soit à Montpellier ou à Toulouse. Et quand les champignons sortent dans nos forêts, les Toulousains et les Montpelliérains, ils montent chez nous pour les cueillir. Voilà. Mais au travers de ça, et si on se positionne sur la valeur ajoutée portée par la forêt, hein, on peut mettre en place, hein, et au travers de la transition énergétique, de la forêt pour aller alimenter des chaudières au travers des réseaux de chaleur ou des ensembles bâtis qui soient portés par une gestion publique, une gestion privée sur les territoires urbains. Nous, ça nous permet de commercialiser ce bois relativement dans une logique de boucle courte, pas très éloignée. Donc on a une logique de bilan carbone relativement intéressant. Hein. Mais on peut aller plus loin que le bois énergie. On peut dire il faut construire en bois, avec le bois construction, avec du bois qui pour nous est du bois de qualité, en particulier le Douglas, etc. Et ça veut dire que derrière, ça permet à ces territoires ruraux de maintenir des populations sur les territoires parce que au travers de tout ça, on a de la création d'emplois. D'accord. Et on est en plein dans la logique et voilà. Et on travaille avec ce que la nature nous a donné. Là, c'est pas de l'eau, mais c'est du bois. Et on peut très bien tisser ces liens-là. Voilà. Donc voilà ce témoignage que je voulais apporter afin d'enrichir cet après-midi. Super, merci beaucoup. Juste une petite question, un petit complément. C'est quelque chose qui est en réflexion ou qui a déjà été mis en place et si oui, à quelle échelle? Voilà, non, c'est quelque chose qui est en place, hein, qui fonctionne. Je parle par exemple du centre aqualudique d'Agde, hein, qui fonctionne toute l'année, qui est très consommateur d'énergie. Donc, le conseil communautaire a décidé d'arrêter le fioul et de mettre 2 grosses chaudières bois et qui alimentent ce centre aqualudique. Et c'est notre territoire de la montagne qui alimente en plaquettes forestières. La ville de Montpellier, c'est la même chose. Et à savoir aussi que sur Toulouse, Airbus chauffe ses usines, en tous les cas une partie de ses usines, avec des chaudières bois. L'hôpital Castres-Mazamet également, etc. On voit du développement, hein, progressivement. Il faut sûrement aller plus loin, hein, mais voilà, les rails sont posés, il faut mettre les wagons. Merci beaucoup pour ce complément. Je ne sais pas s'il y a des réactions de la part des intervenants ou de la part des élèves ou des compléments à apporter également dans la salle. Je vais vers monsieur et puis après Olivier Landel pour la suite. Pierre Lolanier, je suis maire de la commune d'Alba-la-Romaine en Ardèche, de 1500 habitants. Je fais partie des chanceux qui ont été élus en 2020 et qui n'avaient aucune expérience municipale. Et j'ai mis un certain temps à comprendre un certain nombre de choses, notamment l'accès aux subventions. Et j'ai réalisé, dans ma grande naïveté, que la couleur politique avait malgré tout une influence sur le fléchage des subventions départementales et régionales. Et je me dis que on s'est lancé, nous, petite commune, dans tout un tas de projets qui relèvent de la transition écologique, mais on se trouve pris par nos propres limites. On a été suivi par l'État. J'ai entendu beaucoup de remarques amères sur les relations à l'État. Moi, j'en ai pas pour l'instant. Pardon ? Pas de relations amères. On a été soutenu dans notre volonté d'aller vers cette transition écologique et on a reçu les subventions qui nous ont permis de lancer un atlas de la biodiversité et tout un tas de procédures, la désartificialisation des cours, d'école. Il a fallu que j'apprenne le mot que je n'arrivais pas à dire. Maintenant, j'y arrive et donc les subventions ont suivi sans doute.
Mais simplement pour dire que pour coopérer, il faut qu'il y ait quand même un choix commun et un peu haut qui permette de s'éloigner des échéances électorales et qui permettent d'avoir une vue d'ensemble. Et j'ai appris le terme il n'y a pas très longtemps, alors sans doute vous allez sourire de mon ignorance, c'est quelque chose qui s'appelle la conférence des financeurs et qui permettrait, il me semble, d'avoir une logique transpartisane et qui est une vraie prise en compte des urgences auxquelles on devra faire face. Je ne me représente pas au mandat prochain, je reste dans la liste, c'est notre premier adjoint. On a fonctionné en collégialité et sur un binôme de tête, je veux dire que ça marche, je profite de cette audience pour dire que ça fonctionne. Je reste dans la liste, mais je serai un soutien pour me remettre de l'épuisement que j'éprouve aujourd'hui. Merci. Merci à vous pour ce témoignage. On ne l'a pas beaucoup évoqué à travers cette table ronde, mais ça coule aussi de source. C'est vrai que le sujet de la coopération, c'est aussi beaucoup le sujet des relations et des relations humaines, des relations parfois transpartisanes ou des non-relations. Et donc c'est un sujet qui peut parfois être bloquant et parfois être facilitateur. Et c'est pour ça qu'aussi, au niveau des territoires, ça ne fonctionne pas toujours de la même manière, d'où l'importance d'être au plus proche de ces derniers. Je te laisse la parole et puis ensuite, on passera le micro derrière. Oui, bonjour, Olivier Landel. Je suis le directeur général de l'AFL, la Banque des collectivités locales, et jusqu'il y a peu, délégué général de France Urbaine. Et donc ma question va s'adresser à Dominique Faure. La ministre, il y a quelques années, avant que tu prennes tes fonctions, on avait travaillé avec ce qui ne s'appelait pas encore l'ANCT, qui devait s'appeler à l'époque CGET, c'était après la DIACT, après la DATAR, avec Jacqueline Gouraud, sur l'idée de confier donc, à l'ANCT aujourd'hui la réalisation d'un portail permettant de mettre en évidence ces coopérations interterritoriales. Parce qu'on avait fait une première analyse avec justement le CGET de l'époque, où on avait identifié, alors on était parti d'un tout petit noyau qui était celui des métropoles, 15, et autour de ces 15 métropoles, on avait identifié un peu le travail que vous faites, 173 coopérations interterritoriales, c'est-à-dire avec des territoires limitrophes ou pas, en dehors du territoire de la métropole. Rien que sur 15, vous avez plus de 10 par territoire. Et on sait qu'il y en a partout ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de réenchanter. Et donc on se dit que ce réenchantement que vous êtes en train de faire, peut-être que ça pourrait intéresser la NCT. Alors, tu n'es plus ministre, mais tu as encore de l'influence. Qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Elle est excellente. On souffre, les maires, d'une façon générale, et c'est pour ça qu'on est si nombreux à venir au Congrès. On est beaucoup dans le partage d'expériences. On a besoin d'apprendre les uns des autres. Monsieur, moi, je suis désolée que vous n'ayez pas été voisin de ma commune, parce qu'effectivement, il y a besoin de s'entraider. Quand on a 2 mandats d'expérience, on est évidemment plus armé pour moins souffrir des difficultés. Et donc, l'ANCT, c'est son rôle de partage des expériences réussies. Donc, il faut, aussitôt le congrès terminé, à mon sens, peut-être voir par rapport à vos interlocuteurs qui travaillent sur ce sujet à l'ANCT. Il y a un portail, j'en cherchais le nom, qui est un portail que moi j'avais créé avec Christophe Béchu à l'époque, qui visait à mettre en avant toutes les expériences réussies, accompagnées par de l'ingénierie provenant de l'ANCT. Ingénierie pour créer des maisons de santé, ingénierie pour la transition écologique. Et aide territoire peut-être. Et donc, il faut absolument le nourrir avec toutes les expériences réussies de contrats de réciprocité, de partenariat, de solidarité qui concourent à la transition écologique. Et ça doit nous inspirer dans nos programmes et ensuite dans nos réalisations. Donc moi, en tout cas, je ferai ma part. Je vois Éric Etienne demain, qui est numéro 2 de l'ANCT. Je vais d'ores et déjà lui en parler. Merci beaucoup. Et je précise qu'au niveau de l'ANCT, ils sont associés aux travaux des élèves. Et là, j'ai un énorme doute. Oui, vous les avez déjà vus, mais sur le. Puis je vais pas citer les personnes devant l'Assemblée, mais en tout cas, ils sont bien associés aux travaux. Mais votre appui sera précieux. Je vous laisse la parole.
Merci, bonjour à tous. D'abord, féliciter les élèves, et je le dis en tant qu'administrateur du CNFPT, donc forcément je suis sensible à vos travaux et bravo. Vous avez insisté sur un certain nombre d'outils, bien évidemment. Vous n'avez pas manqué de rappeler qu'il y avait aussi les entreprises publiques locales. Et je crois que Mme Faure l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le moyen de sortir des carcans des périmètres. C'est quand même un outil extrêmement facile. On s'affranchit du périmètre institutionnel. On s'affranchit aussi d'un certain nombre de règles pour soit faire porter par des SPL entre collectivités en les rendant actionnaires, soit faire porter par une SEM avec des actionnaires privés, la capacité à agir et à coopérer. Donc je pense qu'il faut rappeler, Mme Faure l'a fait, je trouve que c'est ce que vous avez signifié comme exemple est tout à fait remarquable. Et la Fédération des EPL, bien évidemment, est à la disposition des territoires, le collègue le disait tout à l'heure, pour aider à transcender finalement ces difficultés qu'on rencontre, quoi. Donc on assure aussi l'ingénierie. Et puis la deuxième chose que je voulais dire, mais vous me pardonnerez d'abuser du micro pour ça, en tant que maire référent pour les communes nouvelles, je rappelle qu'à la petite échelle, les communes nouvelles, c'est quand même un carcan qui permet de s'affranchir des difficultés, parce que, bien sûr, une entente, c'est facile. On peut faire, on vote à l'unanimité, etc. Mais quand on peut transformer cette bonne volonté que l'entente exige dans un dispositif plus large, et vous l'avez soutenu quand vous étiez ministre, c'est aussi le moyen de s'affranchir de limites qui sont par trop petites au regard des enjeux que nous avons à tenir, et c'est particulièrement vrai en milieu rural. Et on voit bien nos collègues qui ont cette envie de le faire, tellement les échelles sont inaccessibles au regard de la taille de leur commune. C'est ça la difficulté. Or, il faudra, on l'avait dit à Mme Faure quand elle était ministre, il faudra bien reconnaître un statut particulier pour ces communes nouvelles constituées de communes déléguées, c'est-à-dire qui maintiennent à la fois l'histoire et l'identité, mais qui, ensemble, collectivement, inventent des nouveaux horizons, des ambitions qu'elles peuvent, me semble-t-il, tenir sur des espaces élargis. Donc voilà, deux informations, donc à la fois les entreprises publiques locales et ne jamais oublier les communes nouvelles comme une solution au morcellement. Merci. Et je suis maire d'une commune nouvelle, ça n'aura échappé à personne, de Terre de Caux en Normandie. Terre de Caux, dans le pays de Caux. Merci beaucoup. Et le sujet des EPL, et enfin, vous êtes aussi en lien, vous tâchez de l'être avec la fédération des EPL, donc c'est aussi une piste explorée. Et c'est vrai que les communes nouvelles, on y avait, enfin en tout cas moins pensé naturellement, mais c'est quelque chose qui pourrait être intégré, et en tout cas qui est une piste qui montre comment parfois la norme ou l'évolution, enfin s'imposer de nouvelles contraintes rend le travail facile et possible, mais nécessite aussi l'acceptation de l'ensemble de vos collègues, parce qu'il ne faut pas que ce soit accouché dans la douleur, sinon ça ne fonctionne pas sur la suite. Oui, vous avez le micro, Monsieur Moretz. Juste pour rebondir sur les communes nouvelles, j'avoue que pour moi c'est un peu une énigme ce qui se passe. Que dans certains départements, ça marche très très bien. J'ai un département voisin, pas mal de communes nouvelles, très très bien. Mais dans mon département, l'Indre-et-Loire, c'est un échec total. C'est-à-dire, il y a eu j'en ai une Langeais par exemple, qui a fusionné avec une petite commune. Il y a quelques exemples, mais j'ai de nombreux collègues maires qui avaient une vraie volonté de créer des communes nouvelles, et ça a été un fiasco total au niveau de la population. Donc, il y a sûrement des raisons. Mais j'avoue que pour avoir suivi quelques exemples de près, les freins, ça n'a pas du tout été les élus. Au contraire, les élus étaient très, très volontaires, très engagés. Je me souviens d'un maire, moi, qui m'a dit, parce que je suis premier VP de l'association des maires de mon département, qui m'a dit, on va fusionner avec la commune d'Amboise, ça va être génial, etc. Un jour, il me dit, je ne vais pas pouvoir le faire, j'ai tout le monde contre moi. Ça ne va pas être possible. Donc, il y a cette... Pour moi, je le dis très sincèrement, c'est un peu une énigme. Pourquoi dans certains lieux ça marche très bien et pourquoi dans d'autres ça ne prend pas? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille. Je suis à votre disposition pour en discuter, bien évidemment, avec le groupe des communes nouvelles et Philippe Chalopin que nous gérons à l'AMF. Juste signaler que Françoise Gattel a demandé
à ce qu'un inventaire soit fait complètement à tous les préfets, de regarder ce qui se passe et pourquoi ça marche à certains endroits, enfin selon leur point de vue, et pourquoi ça ne marche pas à d'autres endroits. En tout cas, moi, le message que je passe d'une façon générale, c'est d'abord une question de méthode et de gouvernance. Et à partir du moment, il ne suffit pas d'avoir envie, quoi. Et peut-être que quand on a trop envie, ben, ça ne marche plus. Donc, il y a vraiment un sujet de méthode. Et puis après, il y a sans doute un sujet culturel, parce qu'il y a au moins une chose qui est sûre, c'est que là où la coopération agricole, bancaire, etc., est développée, la coopération des élus fonctionne mieux que là où elle ne l'est pas. Ça, on l'a vu, je pense que, Mme Faure, vous avez dû aussi le constater quand vous étiez en responsabilité. Mais à votre disposition pour en discuter. En tout cas, notre rôle, nous, à l'AMF, c'est d'aller prêcher la bonne parole, nous semble-t-il, dans tous les territoires. Donc on est à votre disposition. Je l'ai fait l'autre jour dans le Pas-de-Calais. Merci. Je me permets juste un petit complément, parce qu'on a cité Françoise Gatel. Rappelons-nous qu'elle a fait voter par le Sénat et le Parlement, c'est une loi maintenant, c'est la commune-communauté, qui est une commune nouvelle qui n'a pas besoin de rentrer dans un EPCI. Mais il faut que toutes les communes de même EPCI fusionnent. Là aussi, il y a 0 exemple. Donc ça, c'est des questions... il y en a peut-être une. Il y en a une? Ah ben, je ne l'ai pas vue. Il y en a une. Voilà. Et ben, bref, on est un peu hors de nos sujets, mais c'est un vrai beau sujet pour notre ministre actuellement. Merci beaucoup. Il reste une dizaine de minutes. Donc, s'il y a d'autres réactions ou d'autres questions dans la salle, ou si vous souhaitez, Thibaut et Christelle, compléter. Il y en a un qui me dit oui, l'autre qui me dit non. Ok, je me rapproche. Merci. Du coup, merci pour tous vos retours qui nous sont extrêmement précieux en parlant de réenchantement. Et donc, pour répondre un peu à un des éléments que vous avez mentionné, Madame la ministre, sur la refonte du FPIC, peut-être que ça peut être très intéressant, justement, le travail qu'on mène sur les coopérations interterritoriales, parce qu'on n'est pas rentré dans le détail, mais dans ces coopérations, on a pu voir naître aussi beaucoup de créativité dans la manière de fixer les clés de répartition dans ces coopérations. Et il y a notamment un travail qui a été fait, alors je pense que je peux les citer, bon, ils ne sont pas là, bon, c'est enregistré, mais c'est l'Agglo de Saint-Brieuc qui a fait tout un travail avec la région sur la vulnérabilité des territoires, notamment vis-à-vis du slow tourisme, et notamment puisqu'ils sont sur l'agglomération donc, qui est concernée par le retrait du trait de côte, et qui a fait tout un travail en fait sur ces vulnérabilité avec une cartographie, donc qui avait reçu des fonds européens, donc avec cette coopération avec la région, et qui ensuite s'en est servi à l'intérieur de sa propre interco pour redistribuer, en tout cas repenser leur pacte financier et fiscal. Et ils se sont basés sur ce travail des vulnérabilités pour en fait retravailler leur propre péréquation, donc là à l'intérieur de l'interco, mais en tout cas sur ce pacte financier et fiscal, et ils l'ont utilisé. Et c'est pas le seul exemple. Celui-ci, c'est celui le plus parlant quand vous avez mentionné le FPIC, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des innovations financières qui sont trouvées dans ces coopérations dans lesquelles il y a beaucoup de liberté pour fixer les clés de répartition et qui peut-être pourraient servir dans un travail de plaidoyer sur la refonte du FPIC auquel vous nous avez appelé. Je crois que Thibaut, tu avais aussi une autre précision. Oui, effectivement, si on a écouté vos 4 interventions, comme point très saillant et que nous, pour notre part, on n'avait pas trop mentionné de façon très claire, c'est que les coopérations interterritoriales, au sens où on les entend dans cette étude, elles permettent vraiment de passer à la phase très opérationnelle. Après toute cette comitologie, alors je pense vraiment à l'exemple de territoire d'industrie que vous avez souligné, vraiment, c'est l'entente entre les 3 EPCI, hein, si j'ai bien suivi, qui permet vraiment d'accomplir l'objectif de la politique publique. Et là-dessus, peut-être notre travail à nous, vous l'avez dit, Madame la Ministre, c'est OK, l'entente. C'est peut-être bien dans ce cas-là de projet de territoire d'industrie, ça a été un outil très pertinent. À quel point on peut le généraliser? Est-ce que ça va être pertinent sur une thématique d'eau, sur une thématique de déchets? Et c'est là-dessus, ou sur ce travail de critérisation et d'analyse qu'on essaye d'atterrir pour essayer que les maires demain puissent se repérer dans la nébuleuse de tous ces outils qu'on a énoncés au cours de leur passé. Et
puis du coup tous les maires, parce qu'on est très attentifs aussi aux nouveaux maires qui vont arriver, et vous serez en soutien, donc du coup vous pourrez aider votre nouveau maire, mais on est très attentifs à ce que tous les maires puissent se saisir de ce qu'on va produire, et c'est pour ça qu'avec l'AFL, cette année on réfléchit avec des fiches thématiques qu'on essaye d'être les plus synthétiques, didactiques, pédagogiques, pour que tout le monde puisse s'en saisir, qui soit nouvellement élu, qui n'ait jamais été aux responsabilités, et qui soit dans des territoires ruraux ou dans des métropoles ou dans des départements très peuplés ou autres. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot de la fin de vos côtés. Sur le sujet de la... Non, ah pardon, je crois que je voulais juste réagir, Christelle, sur le sujet de la coopération et de la clé de répartition au niveau des financements. On est sur un sujet qui, j'y ai pensé pendant l'intervention, qui pourrait vous être utile. J'ai récemment échangé avec l'OFGL qui a accompagné la ville d'Angers sur le sujet des équipements aquatiques et des piscines. Et ils ont notamment travaillé à une clé de répartition de la charge financière de l'utilisation de l'équipement entre les différentes collectivités, vu que les populations des collectivités voisines d'Angers utilisaient cet équipement public. Donc ça peut être un sujet qui peut intéresser, ou en tout cas qui pourra vous inspirer par la suite. Avant que tout le monde ne quitte la salle, je sens que l'envie presse et que c'est bientôt l'heure de la fin de la journée. Je vois qu'Olivier Landel avait aussi prévu sa petite BD, mais je l'ai fait aussi. Je te laisse peut-être la main, tu sauras mieux que moi en faire la promotion, vu que tu en es l'un des auteurs principaux. Non, en fait, on organise une petite séance de dédicace, pour ceux que ça intéresse, sur la bande dessinée qu'on a réalisée, qui raconte l'histoire de la création de l'AFL. Ça démarre en 2004, même un petit peu avant. Et donc, au même espace, quand vous allez sortir, sur votre gauche, il y a le stand de l'AFL, il y a l'apéritif des territoires, parce que c'est quand même ça qu'on attend tous, et puis il y a un espace de dédicace, et on va y être, et ceux qui veulent qu'on leur remette cette bande dessinée, ce sera avec plaisir qu'on vous la remettra avec un petit mot. Voilà. Et bien sûr, c'est gratuit, bien sûr. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je pense qu'on peut clore les échanges. La session a été enregistrée et ce sera disponible par la suite sur le site de l'AMF. Et puis le support sera aussi partagé pour celles et ceux qui souhaitent en prendre connaissance. Et puis voilà, si vous avez des questions, il y a mes coordonnées en tout cas dans le PowerPoint.